Si cette vidéo ne vous aide pas à être plus croyant en XRP, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Prior to becoming Treasurer of the United States, I was Managing Director of Investments for a $22 billion firm based in San Francisco. And I was asked by President Obama to be part of the Treasury transition team at the height of the financial crisis. I was the longest Senate-confirmed official in the Obama administration. It is my name on the lower left-hand side of U.S. money. So out of the approximately $2 trillion of U.S. currency in circulation worldwide, my name is approximately on 1.8 trillion. So I can honestly say that no one has made more money than I have. And I want to start by saying I am also on the board of Ripple. Board of Ripple, pour ceux qui ne le savent pas encore. Which is XRP, XRP. Cryptocurrency. But I want to make something very, very clear. Blockchain is here to stay. Blockchain is here to stay. The train has left the station. The train has left the station. As far as I'm concerned, whether it's fractional real estate, whether it's art, whether it's NFTs, blockchain is not going away. Prior to becoming Treasurer of the United States. La blockchain, c'est pas là pour partir. Ça va rester. Il y en a encore qui ont des doutes. Il y a même des gens aujourd'hui qui m'ont écrit en quoi qui ont vendu leur XRP parce qu'ils n'en peuvent plus. Écoutez, chacun fait des choses dans la vie. J'espère que vous n'allez pas le regretter un jour. Crypto Ali, si vous ne connaissez pas encore, YouTuber canadien-français, québécois, depuis 3 ans, spécialiste dans XRP, entre autres. Ça, c'était Rosie Rayos, que maintenant, elle est dans le comité pour Ripple. Vous avez vu qu'est-ce qu'il faisait avant, sa signature sur les billets aux États-Unis, c'est elle. Okay. Prix du XRP, 55 cents 16. Rien de spécifique à signaler là-dessus. Je vous parle de ISO 20022, en quoi que ça va être retardé. Oui, alors retardé de 4 mois. Le Conseil européen des paiements a reporté de 4 mois, soit au mois de mars, qui est le 17 mars 2024, la migration des systèmes de paiement SEPA vers la version 2019 de la norme ISO 20022, après avoir conclu qu'au moins 2 grands pays SEPA ne pouvaient être assurés de respecter la date limite initiale de novembre. Okay, j'en dis pas plus que ça, c'était juste pour vous dire que au lieu d'être le 19 novembre, c'est repoussé au 17 mars. OK. C'est un petit article de rien là, que j'ai pris sur Finestra. Vous pouvez en savoir plus, mais juste pour vous dire que c'était retardé. Je vais montrer une autre vidéo ici. Cette fois-ci, elle est en français. Désolé que je ne peux pas le montrer en français, c'est en anglais. Et j'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires quelle année pensez-vous que cette vidéo date. C'est parti. Alors, Ripple est-il la prochaine grande pièce de monnaie? Et si oui, comment l'acheter? Je n'ai aucune crainte, car notre propre crypto-valère, BK, est là pour nous dire exactement comment faire exactement cela. BK. Oui, bien sûr. Ripple est donc complètement en larmes. Et juste pour ajouter à ce dont Sima a parlé, ce que Ripple recherche réellement, c'est le réseau SWIFT ou le transfert de paiement international. Vous parlez donc ici d'une mise à niveau du système financier international. Et c'est un très gros marché. C'est pour cela que les gens sont très enthousiastes à ce sujet. Alors allons chez Poloniex et voyons comment acheter ça ici. Me voici donc, je suis sur le site Poloniex. Vous pouvez voir de ce côté-ci tous les échanges en cours. N'oubliez pas que les crypto-monnaies s'échangent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce marché ne dort jamais. D'accord, nous avons donc Ripple. Vous pouvez voir ces grands mouvements. Passons maintenant à la page de commande, d'accord? Vous pouvez donc dire que je peux acheter Ripple, je peux vendre Ripple. Voici tous mes ordres d'achat ici. Voici tous mes ordres de vente. Ils sont un peu en retard pour votre marché de la vieille école. Mettons que c'est assez spécial, hein, qui montrait ça, là, d'acheter du Ripple. Hein. On s'entend que c'est pas du Ripple, là, sur Poloniex. Puis le gars, ben, c'est pas très, je trouve, professionnel, là, de montrer ça. Je suis même surpris que ça l'ait passé, ce genre de bulletin de nouvelles-là. J'ai trouvé la nouvelle d'Alex Cobb, en quoi que ils avaient fait beaucoup de promotions durant le all-time high de XRP. Alors, ici, il dit, qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire? Mec, ça coûte 20$.
OK. La US Deb Clock. Prenez une photo de ça immédiatement et allez voir qu'est-ce que ça dit d'histoire. Assez surprenant. C'est de plus en plus, je deviens genre... on dirait qu'ils veulent nous montrer qu'est-ce qui s'en vient, mais sous forme de dessin puis d'image. Carrément, là. C'est BDC. OK, je n'en dis pas plus. Allez voir ça. C'est juste quelques petits textes à comprendre en français. Là. En anglais, c'est très, très simple à traduire. C'est de la base, là. Vous allez voir que c'est assez, assez comique. À chaque fois, ça fait ça le mardi, jeudi, dimanche, entre 6 et minuit. OK? Parce qu'il y en a qui m'écrivent pour avoir de l'info par rapport à ça. J'en sais pas plus, mais je sais que c'est très intriguant. Token 2049, qui est au mois de septembre, qui a eu Singapour. Les dates sont déjà cédulées pour 2024. Ça, c'était il y a à peu près un mois. On va aller voir Brad Garlinghouse ici. Qu'est-ce qu'il a à dire par rapport à la question qui se fait poser par rapport à la SEC et tout, là. Et comment est-ce que ça a été dur pour lui dans les premiers mois, puis qu'il dormait plus, là. Regardez bien. Je ne suis pas un expert en la matière, mais ce sont deux thèmes plus importants, vous savez. Je dirais aussi pour moi, l'énergie ici, je ne sais pas si vous êtes juste de l'expérience d'arriver à ce stade. Ah mais, je veux dire, c'est plein à craquer. Comme les gens en parlent, c'est le gagnant de la crypto. Il y a une excitation sourde en matière de cryptographie et ce n'est pas ce que je ressens. Vous avez dit la SEC et je pense que pour tout le monde dans le public ici, je veux dire que vous êtes l'une des bourses auxquelles vous pensez en premier en ce qui concerne la SEC. Mais pourquoi pensez-vous que la SEC s'en est spécifiquement pris à vous? C'est une très bonne question et il y a beaucoup de discussions sur Twitter à ce sujet. Ce qui me paraît étrange, c'est qu'en 2018, il y a un discours relativement célèbre prononcé par un type nommé Bill Inman, qui est en quelque sorte l'un des principaux responsables de la SEC, disant que l'aide n'est pas une sécurité. Et je me souviens en fait de ce discours, je me souviens avoir pensé que c'était une excellente nouvelle. Si l'aide n'est pas une sécurité et que vous pensez aux similitudes entre l'aide et le XRP et à la façon dont la technologie sous-jacente fonctionne et lui, l'une des choses qui l'a vraiment poussé était cette idée de décentralisation de la façon dont cela fonctionne et j'avais l'impression que c'est une très bonne nouvelle et donc l'une des choses qui est vraiment compliquée pour moi est d'attendre. Comment sommes-nous passés de l'aide n'est très clairement pas une sécurité à XRP qui est une sécurité et tout le temps. D'ailleurs, Ripple rencontrait la SEC. Et je pense que vous connaissez une ironie de cette histoire qui vient de se produire et qui a été sous-estimée. Il y a un conseiller chez Andreessen Horowitz, ce type Bill Inman qui a prononcé le discours est maintenant conseiller chez Andreessen Horowitz. Il vient de mettre à jour sa biographie sur le site web d'Andreessen Horowitz pour dire qu'il a apporté de la clarté au marché de la cryptographie lorsqu'il était à la SEC. Je veux dire, tu te moques de moi? C'est le gars qui a ajouté de la confusion en pensant à ce que c'est. Comment définissons-nous la cryptographie et les titres? Et donc je ne sais pas quand vous posez la question comme pourquoi cela a fini par se produire. Je pense qu'il y aura toujours beaucoup d'attention sur ce gars Bill Inman parce qu'il recevait 15 millions de dollars de son cabinet d'avocats qui représentait l'Ethereum Enterprise Alliance alors qu'il rendait service à la communauté Ethereum. Les gens utilisent des mots comme complot, ils utilisent des mots comme corruption. Je ne vais pas le dire parce que je ne sais pas, mais c'est une histoire fascinante dont je ne pense pas que nous ayons entendu la fin. Eh bien, les problèmes persistent avec la SEC. Alors, 7 nuits par semaine, à combien de nuits pensez-vous que vous perdez le sommeil à cause de cela? J'ai perdu beaucoup de sommeil quand ça a commencé. J'ai perdu beaucoup de sommeil pendant le combat. Je veux dire, les 90 premiers jours après que nous avons été poursuivis en justice par la SEC ont été une période assez sombre pour être honnête. Il y a un turnover très élevé chez Ripple. Nous avons perdu beaucoup d'employés parce qu'ils se disaient « Écoutez, cela va être un combat difficile. » Les gens qui sont restés, je pense que nous sommes heureux. Vous savez, nous avons fini par avoir un record de 21, un record de 20-22, mais ça l'était. Il y a eu des nuits difficiles, c'est sûr. Plus récemment, je dors très paisiblement à propos de la SEC. Vous savez, je pense qu'après avoir obtenu la décision du juge dans laquelle elle a très clairement déclaré que le XRP en soi n'est pas une sécurité, c'est la loi du pays des États-Unis. Ils peuvent faire appel, ils peuvent faire toutes ces choses, mais comme une fois qu'un juge a dit que vous aviez bien plus, comme si vous vouliez avoir le dessus. Et je pense aussi à ce qui s'est passé, et nous en avons un peu parlé hier, mais les juges qui ont statué contre la SEC, dans notre cas, le juge a utilisé l'expression que la SEC, c'est une citation, la SEC n'a pas suivi une allégeance fidèle à la loi.
Je veux dire, c'est dur. Un juge disant cela à une agence américaine, il ne respecte pas fidèlement la loi. C'est super dur. Et puis la décision Grayscale, qui a eu lieu il y a une semaine ou deux, dans cette décision, 3 panels, 3 juges ont statué à l'unanimité et la décision disait que la SEC était arbitrable. OK. Je ne suis pas un expert. Bon, c'est une vidéo qui était longue, 4 minutes, mais ça vaut la peine parce qu'il y a quand même des affaires importantes qu'il mentionne. Et il y a aussi beaucoup d'erreurs de traduction. Là. Il faut lire un peu entre les lignes, pas tout prendre les mots par mot. Là. Ça reste que la technologie des AI, c'est pas encore parfait. C'est le début. OK? Vidéo de Chris Larson qui explique ici la standardisation, l'Internet, protocole Internet et l'Internet de la valeur. Encore une fois, c'est une vidéo que je vais vous montrer. Okay, j'aime ça vous montrer des vidéos avec les personnes clés, surtout derrière Ripple. C'est en anglais. Je n'ai pas réussi à le traduire en français non plus. Celui-là, ça ne fonctionne pas. Okay, alors, il faut faire l'effort de comprendre qu'est-ce qu'il dit. Parce que si vous investissez dans quelque chose et vous ne comprenez pas qu'est-ce que les dirigeants mentionnent, c'est pas formé pour prendre des décisions. Okay? Until you have kind of 3 things that are working together, that you have a really efficient and interoperable shipping infrastructure, and we have that with this beautiful invention called the shipping container. We've had that since the 50s, where every port, train, truck, factory is interoperable with any other. The idea of shipping started in 3rd century BC, when merchants realized that sending products overseas was cheaper and faster than by land. Early on, goods were loaded onto ships in sacks, barrels, and wooden crates with scores of dock workers squeezing them on decks or in tight spaces below. Ships often spent more time at ports than sailing, and not much changed until 1956. That's when American truck driver Malcolm McLean stacked 58 metal boxes on a ship going from New Jersey to Houston. This idea completely revolutionized the industry. The containers not only protected the products, but when the ships docked at ports, truck beds and freight trains could take them away without repackaging. A flurry of innovation followed, and container sizes were standardized. In 1966, Moore McCormick Line started the first transatlantic container service. And then in 1968, one of the first modern container ships hit the water. The Japanese Hakone Maru carried 752 20-foot containers using a standard still used today. Cargo could now be moved from purpose-built vessels to rail and roads in massive volumes, cutting transport costs. Vous voyez ici, il y a eu beaucoup de temps, là, quand même. 12 ans. Il y a beaucoup d'évolutions qui se passent. Quand il y a une nouvelle technologie qui arrive, ça prend toujours du temps. Pensez pas que ça prend quelques années, ça prend beaucoup d'années, souvent minimum une décennie. By at least 75%. This led to the emergence of global shipping behemoths like Denmark's Maersk Line, France's CMA CGM, and China's COSCO. Second, you need data to be moving globally, interoperably, essentially for free with access to everyone. That's what Internet Protocol did starting in the 80s and into the 90s. Then in August 19...
system accessible to anyone with a connection. We also need to have money and value moving Et à la fin, vous allez avoir l'Internet de la valeur. C'est dans l'ère qu'on est présentement. in that same way, where every money network is interoperable with every other money or value network anywhere on the planet. Bon, il n'y a pas d'exemple. J'aurais bien aimé ça, par exemple, avoir un espèce de modèle comme qu'on a vu avec les containers et l'Internet protocole. Mais vous avez compris que l'Internet de la valeur, c'est tout ce qui peut être transporté et qui détient une valeur sur la blockchain. OK? Ah, je l'avais en français. Bon. J'avais oublié que je l'avais en français, alors je mettrai le lien dans la description. Je suis désolé, je pensais pas que je l'avais en français. Regardez. Pas complète tant que trois éléments ne fonctionnent pas ensemble. Que vous disposez d'une infrastructure maritime vraiment efficace et OK. Je suis désolé, j'étais sûr que je l'avais pas en français, mais oui. OK. C'est pas plus grave que ça. Ça va vous faire pratiquer un peu. Sinon, allez voir dans la description pour l'écouter en français. Un exercice ici qu'il y a eu chez Paiement Canada avec 6 banques au cas où ce qui y aurait un feu, un exercice. Ils ont fait ça a très bien été. On peut écouter une entrevue ici. Je tiens à mentionner que les 6 banques ont fait l'exercice récemment. Okay? Ça, c'est un update. On peut voir le 16 octobre 2023. Je vais regarder pour voir si j'ai pas une traduction cette fois-ci. Non, j'en ai pas. Oui, non? Et sans ceci, quel est le Oui, OK, j'ai une traduction. On y va. problème avec ça? Diapositive suivante, s'il vous plaît. Ça commence ici. OK. Pour les banques, Banque de Montréal, Scotia, Banque nationale, RBC, QTD, là. On peut voir qu'ils ont fait ça sur 6 banques. Eh bien, tout d'abord, vous savez que Paiement Canada, notre organisme de réglementation, et les 6 grandes banques jouent le jeu et collaborent les unes avec les autres. Eh bien, c'est un exploit en soi, mais honnêtement, cet exercice représente une étape importante dans la résilience du programme des systèmes de paiement de gros et du DPAC va nous en dire un peu plus sur ce programme dans un instant, mais en réalité, cet exercice marque la première fois, à notre connaissance, que quelqu'un a réellement mené un exercice de tir réel sur un système systémique. Système de paiement important. Lynx est considéré comme une infrastructure essentielle pour l'économie canadienne. On peut donc dire sans se tromper que, vous savez, Là, il parlait de Lynx. Okay, c'est ça que c'est au Canada, le système qu'ils utilisent. Okay, là, on voit pas la traduction écrite, mais je vous dis c'est Lynx. Okay. la disponibilité du système est primordiale. La tolérance au risque du système est proche de zéro. Il n'est donc pas facile de convaincre les gens de vouloir contrôler les taxes sur le système lui-même. Mais d'un autre côté, c'est justement pour cela que c'est un système tellement important que nous nous formons sur le système lui-même. N'oubliez pas que nous devons nous entraîner pendant que nous combattons. Le but de cet exercice était donc de fournir à Paiement Canada, ainsi qu'aux 7 institutions financières participantes, l'occasion de mettre en pratique nos capacités à détecter et à prévenir les menaces provenant et ciblées du système Link. Et le but était littéralement de faire quelque chose. Nous avons donc définitivement accompli cela et bien plus encore. Vous savez, non seulement nous avons fini par améliorer la posture de sécurité de Lynx, mais, plus important encore, nous avons jeté les bases de la manière de mener ce type d'exercices multilatéraux afin de pouvoir mûrir cela à l'avenir. Bon, vous avez vu? Ça commence toujours par un test. Ils vont pas comme lancer quelque chose, là, puis que ça va être implanté immédiatement. Alors, on voit que ça a été successful, puis ça nous démontre qu'ils sont en train de tester derrière les portes le nouveau système financier. Si vous pensez que ça, c'est des blagues, ben non. Comme dans la vidéo de demain que je vais faire, je vais vous montrer ici sur la Banque des règlements internationaux, le projet Polaris, les CBDC, je dis toujours en anglais, les CBDC, sécurisés,
qu'ils vont avoir, mais hors ligne. Il faut que ça fonctionne aussi hors ligne. En ligne, bien entendu, mais hors ligne aussi. 26 octobre, un autre truc qui est sorti aujourd'hui. Et là, il y a des manuels pour les paiements hors ligne, les CBDC, qui a fait ça le 11 mai. Il y a un cadre de sécurité de résilience, comment combler les lacunes de la modélisation des cybermenaces, un guide de conception de haut niveau pour les paiements hors ligne. Je vous dis, allez fouiller, vous allez trouver des petites merveilles. On peut voir le manuel. Quand on clique sur le PDF, ça sert pour voir cette fenêtre-là. Et dans cette fenêtre-là ici, Innovation Hub, la BIS, qu'est-ce qu'on voit en bas de ça? Ah, comme par hasard, Anthony Ralph, directeur des produits management CBDC Ripple, et Anthony Welfare, le mec derrière les CBDC de Ripple. Pourquoi qu'ils parlent de eux dans leurs documents? Est-ce que ça vous sonne une cloche? Je ne dis pas de lire tout ça, là, vraiment pas, mais peut-être juste le feuilleter un peu, là. Regardez, tu sais, puis avancer un peu, regarder qu'est-ce qui peut peut-être vous allumer, là. Ou pas du tout, mais moi, je voulais juste vous dire que ça existe. Il appelle ça le projet Polaris. OK? Pour les paiements offline. Faut que ça fonctionne. S'il arrive une panne, il y a un paquet de scénarios qu'ils mettent dans le livre. Quand on descend plus bas, là, il y a des scénarios qui nous montrent qu'est-ce qui peut arriver et les solutions derrière ça. Je ne sais pas si c'est dans ce livre-là ou un autre. J'en ai feuilleté vite tantôt. Là. Il y a aussi celui-là qui est intéressant, les paiements en ligne. Je pense que c'était plus ça. On va le voir immédiatement avant de mettre fin à cette vidéo-là. Ouais, c'est ça. Comme partout, là, les motivations derrière ça et le design. Les motivations, le contexte, les choix du design. Tu sais, on nous montre pourquoi ils font ça. Pour toutes sortes de problèmes. Tu sais, comme problèmes géographiques. Qu'est-ce qui arrive si vous êtes interconnecté sur une île et que là, il arrive de quoi? Il faut que ça fonctionne, les téléphones. Pour pouvoir faire des paiements hors ligne. Okay? C'est tous des exemples, puis ils prennent la peine de mettre les motivations derrière les choix, comme l'user experience, offline, les CBDC, le contexte, l'objectif. OK? That's it. Et aussi, je voulais vous montrer un coup parti. Le FTSE, ça c'est un document que j'ai trouvé, 29 septembre. L'index, le FTSE, c'est comme Europe, là, en Angleterre. On peut voir que il y a un portefeuille. Je vais vous montrer ici. Attendez une seconde. Les 100 plus gros indices. Je voulais juste être sûr du terme, qui est 100 plus gros indices qui existent pour la bourse de Londres. Okay? Pour pas dire n'importe quoi, là. Londres. Et ça représente 70% du marché londonien. Présentement, il coûte 7354. Alors, le FTSE, pourquoi que je parle de ça? Quand on descend en bas, regardez bien qu'est-ce que j'ai trouvé. Top 10 constituants. C'est qui est dans le système ici, de l'index. Comme par hasard. Hop, XRP. Boom. C'est 13,4% de leur portefeuille en deuxième position. 58% de leur portefeuille, c'est Bitcoin. Est-ce que ça, vous pensez aussi que c'est une farce? L'index était lancé quand? 24 octobre. J'invente rien, moi je montre juste des faits. Pouf. 24. Oups. 24 octobre pour le index launch. OK. On montre les plus pesants. Bitcoin 58. XRP
Litecoin, 5,6%. Bitcoin Cash. Stellar, 4,8%. 3 fois moins d'importance que XRP. Monero, qu'on parle jamais de monnaie privée. Bitcoin SV. eCash. Dash. Zcash. OK, une autre... d'autres monnaies qui sont dans le top 10. J'étais censé en parler demain, mais finalement, je me suis dit avant de dormir, faire une vidéo et je vais leur montrer ça pour que les gens soient au courant que je fais des recherches et que ça prend du temps. Tout faire ça ici, là, ça me prend comme plus que 5 minutes, on s'entend, là. Et c'est du temps que j'investis parce que je crois que ça vaut la peine que je me mette au courant de ce qui s'en vient. Alors, ici CryptoLee, si vous voulez vous abonner à ma chaîne, faites-le. Et un petit like en quittant, c'est toujours apprécié. Merci beaucoup pour écouter et je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez protéger votre crypto sur une clé comme ça, par exemple, Decent. Mettez votre position en empreinte biométrique, 30$ de rabais, juste besoin de payer le shipping et le dédouanement. Et la compagnie va vous expédier cette belle clé-là qui vous permet de stocker votre crypto sur la blockchain. T'sais, la crypto n'est pas sur cette clé-là, là, mais ça va faire en sorte que vous allez accéder à votre crypto qui est sur la blockchain et que personne ne peut prendre parce que c'est sécuritaire. C'est pas comme un site comme Binance ou des endroits comme ça qui peuvent prendre votre argent ou faire une fraude ou comme FTX. J'espère qu'on s'entend bien là-dessus. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à demain sans faute. Ciao!